Alors, bonjour. Je voulais juste présenter, pour ceux qui ne connaissent pas le RATMAC, le réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec, qui a été créé en 2016 par une organisation qui, auparavant, parce qu'on milite quand même depuis longtemps, anciennement, ça s'appelait Somos Hermanos. C'était en 2008 que ça avait été créé. Ça a été un groupe de citoyens qui ont voulu connaître les travailleurs mexicains et guatémaltèques qui venaient à Saint-Rémy. Vous savez, Saint-Rémy, là, c'est 5000 travailleurs. Il y a des terres noires là. Il y a beaucoup de cultures maraîchères qui se font là. C'est des fermes qui ont 100, 150, 200 travailleurs. Alors, il y a énormément de travailleurs. Si vous venez le dimanche à Saint-Rémy, là, vous pensez que c'est une ville latino-américaine tellement qu'il y a du monde latino-américain là-bas. Il y a des restaurants latino-américains. On peut manger, là, je peux vous dire, très bien. Puis il y a de la musique aussi latino-américaine. Le RATMAC, d'ailleurs, est depuis 2017, parce qu'on a reçu nos lettres patentes le 19 janvier 2017, un OBNL dûment reconnu par le SAQET maintenant, le secrétaire communautaire autonome, comme groupe de défense de droit. On est financé aussi par le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Pour vous faire une histoire courte, en 2017, on était 2 et on est rendu 15 maintenant qui travaillent pour le RATMAC à plein temps. Et on va être plus que ça l'année prochaine. On devrait être une trentaine l'année prochaine avec les nouvelles subventions là, qui arrivent pour offrir du suivi communautaire à ces travailleurs-là. Le RATMAC a été choisi à l'aéroport de Montréal. D'ailleurs, pour accueillir les travailleurs, on en a accueilli l'année passée 21 000. Et en même temps, on leur demandait leur numéro WhatsApp parce qu'on leur fournissait des vidéos sur les droits ici au Québec. Si vous avez la chance d'aller voir, si vous allez sur... On a un canal YouTube, faites RATMAC, RATTMAQ, allez voir nos vidéos. Vidéos qui ont été financées par la Commission des droits de la personne, d'ailleurs, et la CNESST, d'ailleurs, sur la question. On le fait, bien sûr, en espagnol, dans le langage des travailleurs. Parce qu'on se plaignait beaucoup au RATMAC en disant « c'est très technique, lorsque vous en faites ça en espagnol, les travailleurs ne comprennent pas ce que vous dites. » Il faut comprendre aussi que les travailleurs guatémaltèques, particulièrement, 40% sont analphabètes, ne savent ni lire ni écrire. Alors, ça devient aussi un autre obstacle aussi à la revendication de leurs droits. Et c'est un peu ce que je vais vous traiter aujourd'hui. En passant, dans le cas d'Eugénie, elle le sait, ça fait des années qu'on se connaît, elle le sait, le RATMAC, si jamais tu as besoin du RATMAC comme demandeur dans ta poursuite, ne te gêne pas, appelle-moi, le RATMAC va être co-demandeur là-dedans. Et pour nous, c'est certain que ça fait avancer les droits des travailleurs ici, du moins ceux qu'on défend. Même chose pour la commission, Marie, d'ailleurs, que j'avais tout à l'heure son petit document. Je lui disais hier soir pour souper que son document me servait de Bible. À chaque fois que je revendique des droits, j'utilise toujours ce document-là, que ce soit pour des politiciens que je rencontre, quoi que ce soit, je leur donne toujours une copie. Alors, je trouve ça important. Ce que la commission a dit là-dedans est tout à fait la vérité. On le vit au RATMAC sur le terrain. Nous sommes, bien sûr, des gens de terrain, donc qui offrent des services directs d'accompagnement des travailleurs au système de santé et au système juridique. C'est donc dire qu'on prend fait et cause pour eux et on dépose les plaintes aux normes du travail, en matière de santé et sécurité, puis des cas d'accident de travail. Ce cas-là, c'est un cas d'accident de travail. Mais je peux vous dire que dans le cas de M. Lasso, ça a été un parcours du combattant. On parle d'un travailleur qui a une liaison professionnelle en août 2016, que je viens de régler au mois de décembre. Imaginez-vous, ça a pris presque 6 ans, parce que le temps de régler, juste les questions financières, je viens de les régler. C'est énormément d'argent, d'ailleurs, qui va toucher. Il en demeure pas moins, ça a été vraiment un parcours du combattant dans son cas. Première des choses, M. Lasso, puis là, je vais vous parler de l'article 272, parce que, bien sûr, on a été confrontés dès le départ avec la CNESST. Ce monsieur-là ne connaissait pas ses droits. Il parle espagnol. Le système de la CSST est en français et en anglais. Et bien sûr, ce n'est pas l'employeur qui va commencer à venir lui dire c'est quoi ses droits. On va se le dire tout de suite. D'accord? Alors, ce monsieur-là, bien sûr, en août 2016, il consulte un médecin et on découvre chez lui un lymphome non-Hodgkinien de grade 2, cancer. On ne relie pas tout de suite cette question-là aux pesticides, aux fongicides. Il faut dire que le médecin n'a pas posé la question. Par contre, ce travailleur-là, ce qu'on voit, c'est qu'il travaille dans une ferme où il y a des pommes, où on asperge des produits chimiques et des petits fruits. Donc, fraises, framboises, où on étend beaucoup de ce type dont le glyphosate, le malathion
Et un autre, là, j'ai la misère à le dire, là, vous allez voir tout à l'heure. Un troisième aussi, qui est considéré par l'OMS et par les instances internationales comme cancérigène. Ça, on ne le sait pas au départ. Alors, monsieur, il ne se pose pas de questions, il est malade, puis il y a des traitements, puis c'est tout. Puis à un moment donné, on commence à voir une situation, puis lui, il commence à voir, parce qu'il s'en retourne, bien sûr, chez lui. Bien sûr, il s'en retourne chez lui, il n'est pas rappelé, parce qu'il est malade. Donc, il se retourne chez lui, et c'est grâce à son frère. Et son frère, qui est en Californie, qui va apprendre la question du glyphosate et tout ça, poser la question, puis là, c'est là que les demandes vont commencer à être faites. Par contre, elle va être faite quand? 18 mois plus tard que le délai de 6 mois. Donc, ça a pris 2 ans avant qu'il y ait une réclamation qui soit faite à la CSST, parce qu'il se rend compte qu'il y a un droit quelque part. Donc, il y a une réclamation qui est faite, et qu'est-ce que la CSST fait? Ah, bien, article 272, monsieur n'a pas déposé sa réclamation dans les 6 mois. Ça, c'est un problème. C'est un problème sérieux pour les travailleurs. Parce que quand tu ne connais pas tes droits, c'est difficile d'essayer de réclamer quelque chose que tu ne connais pas. Alors ça fait partie de ça. Dans le domaine agricole, je peux vous dire qu'il y a une sous-déclaration des accidents de travail. Et on le sait, beaucoup d'employeurs ne font pas. Et d'ailleurs, le RATMAC, on est plus souvent qu'autrement devant les tribunaux parce qu'il y a des réclamations qui n'ont pas été faites et des fois des accidents majeurs dont l'employeur ne fait pas les réclamations ou ne dit pas au travailleur qu'il y a des droits là-dedans. Ça fait partie de la situation. Autre problématique, les médecins. On se retrouve dans les cliniques de médecins parce que l'employeur, lui, en vertu de son contrat, il faut qu'il amène le travailleur chez le médecin. Sauf que c'est lui qui fait la traduction. Ou un de ses employés qui parle espagnol. Pensez-vous qu'il va faire une traduction en disant « ben oui, c'est un accident de travail qui est arrivé ». Non, pas ça. Lui, tout ce qu'il veut, là, c'est que le médecin règle ça, là, puis qu'il retourne le plus rapidement parce que son investissement, c'est important. Et la plupart du temps, on ne retrouve pas dans les dossiers médicaux le fait que c'est un accident de travail ou quoi que ce soit. On le sait après. Et souvent, le fameux délai est dépassé lorsqu'on fait la réclamation. Il y a un problème avec la question des médecins, et pas seulement les employeurs qui sont dans les bureaux de médecins. En vertu de la loi Santé et Services sociaux, ces dossiers-là sont confidentiels. Qu'est-ce que l'employeur fait dans le bureau du médecin? Ça, c'est une question. Un peu comme hygiéniser, c'est une question à poser. En tout cas, à l'État. Je pense que ce n'est pas la place de l'employeur dans le bureau de médecin, quand quelqu'un est malade. Parce que c'est l'employeur qui va décider quand est-ce qu'il est malade aussi. Alors, prends une petite pilule, là, tu vois, ça va se passer. C'est ça qu'un petit peu qu'on vit là, dans les fermes. Mais quand c'est un cas d'accident de travail, par contre, c'est une autre affaire. Pour moi, l'employeur est en conflit d'intérêt là-dedans. Il n'y a pas intérêt à dire que c'est un accident de travail parce que ça va lui être imputé au niveau de la CSST. Alors, il n'y a pas à être dans le bureau de médecin. Il faut que ce soit un organisme indépendant. Ça pourrait être le RATMAC qui offre un service d'interprète indépendant et confidentiel aussi. Ce n'est pas au médecin de savoir, par exemple, même si ce n'est pas un cas d'accident de travail, que l'employé a, par exemple, voyons, c'est ça, une maladie professionnelle, une maladie, une ETS, merci. Alors, ce n'est pas l'employeur à savoir ça. Il n'y a pas à savoir ça. Ça devrait être confidentiel. Donc, le travailleur pourrait, juste par téléphone, donc, nous appeler, parfait, telle date, je vais voir le médecin, on le fait, puis on fait la traduction directement au téléphone avec des intervenants du RATMAC. Ça pourrait être très bien ça, offert comme service, plutôt que ce soit l'employeur qui se retrouve là. De l'autre côté, même chose en accident de travail, on pourrait faire la même chose. Défendre les droits de ces travailleurs-là à la santé. Défendre les travailleurs aussi dans le domaine des accidents de travail, maladies professionnelles. Donc, M. Lasso, première montagne, après 2 ans après sa lésion, parce que c'est en août 2016, en 2018, fait une demande, une réclamation, et bien sûr, on rend une décision à l'effet que monsieur est hors délai. Il aurait dû faire sa réclamation 2 ans auparavant, même dans les 6 mois. Il ne l'a pas fait dans les 6 mois, il perd son droit. On commence avec ça. Moi, je n'étais pas là à l'époque. Et c'est son frère qui a fait les démarches, et ensuite, on a eu un bureau de révision. Bureau de révision qui a maintenu encore une fois la décision. Par contre, on a eu un autre problème, c'est que lorsque la décision du bureau de révision est arrivée, ils avaient 45 jours pour déposer à l'attaque. Alors là, il était hors délai aussi 2 mois de plus. Alors là, j'avais 2 hors délai à plaider. Pas 1, 2.
Et le frère a expliqué qu'il parle anglais, il avait reçu la décision en français, il a demandé une copie en anglais. Le temps que ça arrive au Mexique, que lui le reçoive, c'est là, bien sûr, qu'il a essayé de trouver une ressource. Et ça a été drôle parce que ça a été Mélanie Gauvin, d'au bas de l'échelle, qui m'a appelé, qu'un monsieur, Lasso, le frère de monsieur, a appelé, il avait besoin d'aide, et c'est là que j'ai commencé à voir le dossier. Je suis intervenu dans la première instance. Donc, la première instance, c'était bien sûr l'attaque devant la juge Picard, qui a été vraiment absolument merveilleuse. L'article 72, bien sûr, c'est prévu, donc, mais par contre, il y a les dispositions de l'article 352 et 358. Pour faire une histoire courte, on peut être relevé du défaut si on a un motif raisonnable. C'est ce que j'ai plaidé. Le motif raisonnable du travailleur. Le fait que ce travailleur-là ne parle pas français. Le fait que les services à la CSST sont qu'en anglais et en français. Le fait aussi que ce n'est pas évident pour des travailleurs qui vivent dans des campagnes d'avoir un ordinateur. Ils ne sont pas équipés. Tu sais, notre système ici, aujourd'hui, tout fonctionne par le système de la CSST. Puis je ne sais pas si vous avez déjà vu déposer juste une plainte là, pour harcèlement psychologique à la CSST. C'est aussi un parcours du combattant. Même pour un Québécois, ça n'a aucun sens. Il faut être presque juriste pour remplir ce type de réclamation-là. Et j'imagine une femme, par exemple, qui s'est fait harceler sexuellement, il y a un problème. Elle va voir ça, puis mon Dieu, ça a 9 pages à remplir. C'est tellement gros que je l'imagine, elle voit ça de montagne, puis elle laisse complètement tomber sur son cours. Et c'est un peu ce que je trouve dommage d'un système, dans le fond, qui les bloque dès le départ, juste pour l'accès même à déposer une plainte. Ça aussi, c'est un problème. Donc, le motif raisonnable que j'ai plaidé, bien sûr, c'est le fait que le travailleur ne parle pas la langue, ne connaît pas ses droits ici au Québec, c'est pas. Puis ce n'est pas les employeurs qui vont leur dire. Et dès le départ, ici, là, ne connaissent pas, même pas la loi des normes, ils ne connaissent même pas dans quelles conditions de travail ils sont ici. Pour eux autres, c'est normal d'être ici, ils ont un document, puis c'est tout. Mais le reste, là, tout ce qui touche la loi des normes du travail, santé, sécurité, accident de travail, ils ne connaissent rien de ça. C'est d'ailleurs ce que la juge va retenir. C'est ça qui va être assez intéressant. Une des jurisprudences, d'ailleurs, que Mme Picard va sortir et qui était très intéressante, c'est l'affaire Nègre, qui est 2013 QCC-LP 4655. Voici ce qu'elle disait dans cette. C'était une des premières décisions, d'ailleurs, qui était rendue là-dessus. C'était un travailleur qui parlait ni le français ni l'anglais. Alors, cependant, ce principe ne doit pas constituer un dogme quand on parle, bien sûr, des dispositions de l'article 272, là, les prescriptions, même la prescription de 45 jours ou de 30 jours. Il faut réviser ce principe aux circonstances particulières du présent dossier. En effet, en 2003, le travailleur parlait ni français ni anglais. Il n'est pas entouré de personnes parlant de sa langue. Il ne bénéficie pas de soutien lui permettant de connaître les programmes sociaux offerts aux citoyens québécois. Au surplus, il n'est pas informé que les médecins ou organismes qui rencontrent de l'existence même de la CSST et par conséquent de la façon d'y avoir accès. C'est très intéressant comme décision. La juge Picard va reprendre d'ailleurs exactement ça dans ma propre décision, sauf qu'elle va l'appliquer au TET, à des travailleurs agricoles. Et je vais quand même la sortir, c'est sa citation à la toute fin. Vous pourrez aller voir le jugement directement. Alors, ce que la juge Picard va dire, c'est que le tribunal souscrit entièrement à ses propos, donc les propos, ce que je parlais auparavant. Ainsi, dans le présent dossier, il conclut que l'ignorance du travailleur relative à la loi et à la commission du régime d'indemnisation existant au Québec constitue un motif raisonnable expliquant son retard à produire sa réclamation compte tenu de la situation particulière. Ça, c'est assez intéressant. C'est la première fois qu'on reconnaît que chez les travailleurs agricoles qui ne connaissent pas, c'est un motif raisonnable que d'invoquer l'article 357. C'était quand même assez intéressant, donc le motif raisonnable. C'est une première, ça je peux vous dire. Et d'ailleurs, fait jurisprudence, elle est publiée, je vais vous le donner ici. Alors, c'est José Picard qui a rendu cette décision-là. C'est la première décision qui, dans le cadre du hors délai, que j'avais gagné. On n'a pas été sur le fond encore. Ça sera le juge Sylvestre par la suite. Donc, c'était la première étoile qui filait bien, là. Donc, on venait de passer quand même une première étape intéressante. Il restait à régler le fond. Le fond, c'est un petit peu plus complexe. Il fallait avoir d'autres étoiles qui s'enlignent pour que ça puisse fonctionner.
Alors, pour ceux qui voudraient l'apprendre, là, c'est 2020 QC TAT 3452. Article 29. Donc là, on est dans le cadre d'une maladie professionnelle. Une des choses que j'ai plaidé d'ailleurs devant le tribunal, c'est le fait que, particulièrement dans le cadre du jugement Picard, en disant, écoutez, c'est beau de savoir qu'on a une maladie, mais il faut toujours bien la relier au travail. Alors, tant que le médecin ne se prononce pas là-dessus, c'est difficile pour le travailleur de faire une réclamation. Alors, ça aussi, ça fait partie aussi des fois de la situation. La connaissance même du lien entre l'emploi et la maladie. C'est quand même important parce qu'il va falloir, bien sûr, voir si l'article 29 ou l'article 30 va s'appliquer. Dans le cadre de l'article 29, et je vais prendre le temps de dire, un travailleur est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il est atteint d'une maladie prévue par règlement et si, au jour où il reçoit le diagnostic de cette maladie, il reçoit les conditions particulières en lien avec la maladie prévue par règlement. C'est les annexes 1 qu'on retrouve, bien sûr, à la loi des accidents de travail et maladies professionnelles. Plus particulièrement dans ce dossier-là, la plupart du temps, celui qui est beaucoup utilisé en annexe 1, vous savez, c'est les ténosynovites, bursites et tendinites. Souvent, ça, avec les travaux répétitifs, c'est souvent ça qu'on va retrouver dans les décisions de la CSST. On en a beaucoup là-dessus. Dans mon cas, moi, c'était plutôt le phosphore. Parce que dans la molécule du glyphosate et du malathion, il y a des molécules de phosphore. Et je plaidais le fait qu'il était en contact avec ce qu'on appelle le phosphore et que cette molécule-là devait être considérée dans le cadre de l'annexe 1 et, bien sûr, que la présomption de l'article 29 s'appliquait. Le juge Sylvestre, bien sûr, ne m'a pas donné raison là-dessus, par contre. Sauf que, important de le plaider pareil. D'un coup, qu'un juge qui serait prêt à accepter ça, moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Je plaide toujours l'article 41, vous allez le voir tout à l'heure, de la loi d'interprétation du Québec, où le tribunal doit l'interpréter d'une façon large et libérale. Je vous en parlerai tout à l'heure, là, je vais vous montrer l'article. Alors, à chaque fois, moi, je le plaide, parce que je dis au juge, votre rôle, c'est d'appliquer la loi. Quand vous voyez phosphore dans une molécule, vous devriez appliquer. Sauf qu'ils le font de façon restreinte, malheureusement. Donc, la juge, par contre, Sylvestre, ne m'a pas donné raison sur 29, mais elle va me donner raison sur 30. Article 30. Alors, un travailleur qui n'est pas présumé atteint, donc si l'article 29 ne s'applique pas, subsidiairement, on peut plaider l'article 30. Donc, ce que ça peut dire, c'est qu'en vertu de l'article 29, est considéré atteint d'une maladie professionnelle, 1, lorsqu'il est atteint d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail qui résulte pas d'un accident de travail, ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident. 2, lorsqu'il démontre à la commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il exerce ou qu'elle exerce, qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement au risque particulier de ce travail. C'est sur cette deuxième-là que le juge Sylvestre va me donner raison. En lui prouvant, bien sûr, que l'utilisation de ces pesticides-là qu'il a utilisés pendant 6 ans a causé cette maladie-là. Comment faire maintenant? Parce que souvent, je vous parlais d'étoiles, il faut bien aligner les étoiles. Donc, il faut avoir des experts. On n'a pas trop le choix. J'ai eu le docteur Louis Patry qui était dans le dossier et surtout Norman King, épidémiologiste qui a travaillé à l'INSPQ d'ailleurs, un monsieur absolument exceptionnel, qui m'a... d'ailleurs, si vous lisez la décision, vous allez vous rendre compte qu'il est omniprésent dans la décision. Et c'est un peu grâce à lui, d'ailleurs, que ce travailleur a gagné, parce qu'il a bien circonscrit le débat. C'était assez intéressant ce qu'il a fait. Une autre aussi que je vais vous parler tout à l'heure, parce que ce n'est pas tout, d'avoir un épidémiologiste, c'est aussi d'avoir des bons arguments. Il y a un livre que je vais vous parler tout à l'heure de Catherine Lippel, qu'elle a écrit sur les maladies professionnelles. J'ai d'ailleurs utilisé beaucoup son livre avec la jurisprudence. Juste ma plaidoirie écrite était de 32 pages. Et beaucoup inspiré du livre de Catherine. Alors, je vous en parlerai tout à l'heure. En résumé, bien sûr, dans le dossier de M. Lasso, bien sûr, a été bien exposé à 2 pesticides de classe, qu'on appelle ça 2A et 2B. Là, il y avait des 2B, dont le malathion
et le glyphosate, qui sont considérés comme hautement cancérigènes. D'accord? Pas cancérigènes directement, je vous expliquerai, il y a des grades qui est prévu là-dedans. Et le troisième, c'est le carbaryl, c'est celui que je cherchais tout à l'heure, qui est classé 2B, donc qui est moins cancérigène, mais qui soupçonne que c'est cancérigène. Donc, il a utilisé à très grande quantité ce type de pesticides-là. À la ferme, bien sûr, aucune protection. Pas de masque. Il était dans son camion, puis il aspergeait ça, puis ça rentrait dans le camion. Donc, il est exposé d'une façon assez intense, malheureusement, à ce type de... Et l'employeur n'a fait aucune démarche en matière de santé et sécurité au travail là-dedans. C'est ce que la preuve, d'ailleurs, va révéler dans ce dossier-là. Alors, bien sûr, donc, dans ces cas-là, bien sûr, il y a eu certaines... puis on parle du glyphosate et du malathion. En matière maintenant internationale, et c'est ce que d'ailleurs M. King va arriver nous dire, c'est que le tribunal administratif va dire une chose. Dans la liste, bien sûr, le tribunal retient que pas moins de 32, dans cette ferme-là, 32 produits différents ont été utilisés par l'employeur, tous des pesticides confondus. Il y avait toutes sortes de patentes là-dedans. C'était vraiment, c'était incontrôlable. On n'en revenait pas à la quantité de... Et on utilisait ça là, comme si c'était facilement, là, puis, et on étendait énormément pour... donc, parmi eux se trouvent bien sûr les herbicides glypho, donc c'est le fameux glyphosate, le Roundup, et qui contient bien sûr du glyphosate, ainsi que des insecticides, malathion et carbaryl de marque... donc, on avait toute la liste parce que il y a le CIDMUD qui appelle, là, donc ils ont fourni le CIDMUD, il est obligé de fournir ça parce qu'absolument, la CC demande à savoir quelle est l'utilisation qui est faite et quelle quantité qui est utilisée. C'est des quantités astronomiques qui avaient été utilisées là-dedans. Et l'employeur, bien sûr, pas de masque, pas de protection, rien, même le travailleur, lui-même, il n'y avait même pas de protection. C'était à se poser des questions si lui ne l'aurait pas d'ici quelques années, quand on voit la situation de ce travailleur-là. Il y a bien sûr l'INSERM, qui est une instance internationale qui a classé ces différents produits. Le malathion, par exemple, est considéré comme cancérigène plus. Ce que ça veut dire, c'est que d'après les résultats de plusieurs études de cohorte, ou au moins une étude de cohorte et 2 cas témoins ou plus, bien sûr, ont fait qu'on a déclaré que ce produit-là était cancérigène. Ceux qui sont, qu'on appelle plus-moins, donc sont un petit peu moins cancérigènes. C'est simplement ça que ça voulait dire. Et bien sûr, c'était beaucoup relié à un diagnostic, le lymphome non-hodgkinien, important. Quand vous avez ce diagnostic-là chez un travailleur, commencez à vous poser des questions s'il a utilisé ce type de produit-là. Ces lymphomes-là, actuellement, ils n'arrivent pas comme ça, là. C'est vraiment relié à l'utilisation de fongicides et de pesticides. Il y a l'SPQ maintenant, ce qui est très intéressant. Hein, notre Institut national de santé publique va arriver à la même conclusion, va d'ailleurs utiliser la même étude ici pour dire, bien oui, ça, ce qu'on reconnaît, c'est exactement la même chose que je viens de vous présenter. C'est donc dire que là, j'avais déjà une cause intéressante. Un travailleur qui utilise des pesticides et un travailleur, bien sûr, qui est malade. Et des études qui s'en vont dans son sens. Une première, je vous dis, il fallait avoir tout ce qu'il fallait de façon pour les enligner comme il faut. Donc, même l'INSPQ, bien sûr, va considérer la même étude au niveau international. Quand on parle, donc, au niveau international, c'est International Agency of Research on Cancer. C'est une organisation qui fait partie de l'OMS. Principalement, on regroupe ça dans 4 catégories. Catégorie 1, c'est cancérigène. C'est prouvé. Donc, vous avez une étude. Quand vous avez une catégorie 1, automatiquement, c'est prouvé. Les deux, comme je vous parlais, malathion et glyphosate, ils sont dans la classe 2A. Donc, on a agent probablement cancérigène. On n'a pas tout, mais on sait, on pense, on est presque la certitude que c'est cancérigène, mais on n'a pas toutes les études pour en arriver à dire qu'on est un grade 1. Ensuite, vous avez la carte 2B. Le deuxième, le carabine, était le 2B. Donc, un agent peut-être cancérigène, parfois appelé cancérigène,
possible. Donc, on avait deux niveaux assez intéressants pour en arriver à dire, en vertu de l'article 30, que c'était caractéristique du travail. Surtout au niveau du diagnostic qu'on avait, lymphome non-Hodgkinien. Classe 3, bien sûr, agent incassable. C'est souvent parce que les études n'en arrivent pas à la conclusion. Vous allez voir pourquoi. C'est qu'on fait bien sûr des études sur des animaux avant pour savoir s'ils sont cancérigènes. On ne le fait pas sur les humains, vous comprendrez. Donc, ce qui est assez intéressant dans les définitions qu'on retrouve dans le groupe 2A, donc le groupe 1, comme je vous l'ai dit, établit un agent reconnu comme étant cancérigène. Le groupe 2 indique que la preuve est limite, donc on est presque à trouver que c'est cancérigène. Notion voulant qu'il existe une association positive entre l'agent et l'indication de cancérité, mais où d'une faille statistique ne permet pas de classer, bien sûr, dans le groupe 1. Donc, c'est juste une question de statistique puis d'études, mais on sait que c'est cancérigène. Donc, quand vous êtes dans le 2A, là, on peut déjà parler que c'est cancérigène. Il manque juste des questions statistiques pour en arriver à dire que c'est vraiment groupe 1. Ensuite, le groupe B signifie que la cancérologité est possible. Encore là, il existe une faille statistique plus importante que le groupe A, empêchant de reconnaître le cancérogène. Donc, on est en étude, et c'est souvent le problème. Les études sont toujours en cours avant vraiment qu'on sache l'aspect plus cancérigène des produits. Souvent que les grandes compagnies chimiques et pharmaceutiques même nous mettent dans le marché. Et souvent, on le voit après, suite à des études qui sont faites. Et bien sûr, la lecture, bien sûr, du descriptif détaillé de ces groupes indique que le groupe A a des indications limitées de cancérogénité chez l'homme et suffisantes chez l'animal. Donc, chez l'homme, on voit qu'il y a des situations de cancer et chez l'animal aussi. Le groupe 2A, c'est plutôt un 2B pourtant, c'est soit des indications sont limitées chez l'homme, donc on n'a pas beaucoup de cas, mais suffisamment du côté de l'animal. Donc, on se rend compte que quand on utilise ces produits-là, au niveau de l'animal, il y a des taux de cancer beaucoup plus élevés. Alors, voilà un peu là, comment on classait ce type. Donc, on aurait 3 produits, 2 de la classe 2A et 1 de la classe 2B. Alors, le tribunal, les maîtres Sylvestre ou la juge Sylvestre va retenir ceci. L'ensemble de la preuve amène le tribunal à conclure que le risque professionnel est, selon la balance des probabilités, la cause probable du lymphome non-Hodgkinien. Diagnostic chez le travailleur. En résumé, considérant l'exposition du travailleur de multiples pesticides de 2 cancérigènes probables, considérant les conditions d'exposition non sécuritaires, considérant que l'état actuel de la connaissance médicale et scientifique tel l'exposition est de nature à causer le lymphome non-Hodgkinien, considérant que l'étude et le risque pour le travailleur de développer un lymphome non-Hodgkinien est accru de manière importante du fait qu'il est exposé à multiples pesticides. Il y a une étude que j'avais déposée là qui est très intéressante aussi. Quand on utilise différents produits, ça double. Si tu utilises juste le glyphosate, puis souvent les études sont faites en fonction d'un produit. Mais quand tu utilises plusieurs produits, l'effet du cancer est multiplié. Le docteur, pas le docteur, mais Norman King, l'épidémiologiste, a dit, l'étude dit que c'est des fois 2 et 3 fois plus de cancer lorsqu'ils sont, bien sûr, utilisés avec différents produits. Lui, il en utilisait 32 différents, imaginez-vous, dont 3 qui étaient cancérigènes. Alors, voilà pourquoi elle cite cette partie-là. Considérant que l'état actuel des connaissances médicales ne permet pas d'exclure la durée d'exposition et le délai d'apparition du cancer, parce qu'il y a des études qui disaient que ça prenait 10 ans avant que ça... Puis à un moment donné, je dis non, ça n'a rien à voir. C'est une question d'exposition et de tolérance du travailleur. Et c'est ce qu'on a plaidé et c'est ce qui a été retenu par le juge. En disant, on n'a pas à voir si c'est 10 ans ou si c'est 6 ans ou si c'est 4 ans. Ce qui est certain, c'est qu'on voit un lymphome non-Hodgkinien, un diagnostic très bien, et que ça, c'est relié à l'utilisation de pesticides. Considérant l'absence de d'autres étiologies ou facteurs de risque en preuve, le tribunal conclut que le travailleur s'est déchargé de son fardeau de preuve et a démontré que la relation entre la condition médicale et le risque particulier de son emploi est plus que probable qu'improbable. Donc,
quand on parle de ça, on parle de quoi? On parle de prépondérance de preuve. On n'est pas en matière criminelle ici, là. Ce n'est pas le hors de tout doute. Et souvent, avec les avocats patronaux, ils n'ont pas fait la preuve, l'étude, à chaque fois, on nous sort, à chaque fois en disant avoir des études vraiment certifiées que c'est cancérigène. Ce n'est pas ça qu'on demande. Ce n'est pas ça ici. On parle de prépondérance de preuve. C'est d'ailleurs Maître Sylvestre où la juge va dire non, non, ici on est en prépondérance de preuve et ici j'ai fait la preuve. C'est le 50 plus 1 et elle me l'a donné sur la base de la prépondérance de preuve. Point. Donc, aujourd'hui, M. Lasso est toujours au Mexique. Il suit des traitements. J'ai eu une rétroactivité de 6 ans, qui est un bon montant. Je ne cacherai pas, je ne vous donnerai pas le montant, mais c'est dans les 6 chiffres. C'est assez intéressant. Je viens de régler ça il y a à peine une semaine. Là. Et ce monsieur-là va toucher ses indemnités à vie. Donc, il va recevoir son chèque à tous les 2 semaines de la CSST. En plus, bien sûr, si jamais il décédait entre-temps, il aura droit à l'ensemble des droits qui est prévu à la CSST. C'était une première au Québec, une première pour un travailleur. Mais laissez-moi vous dire, il fallait qu'il soit persistant. Il faut dire que son frère était très persistant aussi. Parce que M. Lasso était quand même un travailleur très normal. Et je peux vous dire que j'ai eu plein de dossiers de ce type-là. Beaucoup de travailleurs ont laissé tomber, malheureusement. Et ça, à cause de la grosse machine qui est la CSST, à cause de la grosse machine qui est le domaine médical, où souvent les médecins n'écoutent pas les travailleurs, ou souvent où l'employeur est dans le bureau et il ne dit pas toute la vérité sur ce qui se passe. Et ça aussi, ça fait partie un peu du combat de ces travailleurs-là, souvent à avoir accès à un système de santé et, bien sûr, à leurs droits ici au Québec. Je vous parle en matière d'accident de travail, parce que ça, c'est un cas d'accident de travail, mais c'est vrai aussi en matière de normes minimales de travail, c'est vrai aussi en matière de santé et sécurité au travail. Et je vais terminer mes dernières diapositives. Il y a la loi 59 qui vient d'être, et le RATMAC est partie prenante là-dedans. Il va y avoir des comités de santé et sécurité au travail et on tient le RATMAC à former les travailleurs sur les comités. On est en train de demander au ministre de dire, dorénavant, ça devrait être le RATMAC qui devrait former et accompagner ces comités de santé. Ce qu'on souhaite avec ces comités de santé et sécurité, c'est qu'il y ait plus de réclamations à la CSST, qu'on nous cache moins les accidents de travail qui arrivent dans les fermes. Et ça, on a beaucoup d'espoir de pouvoir participer à ces comités-là et d'informer les travailleurs de leurs droits à avoir un travail en santé. Dernière disposition que je vais vous sortir. Hop, on va revenir un petit peu. Norman King. Excellent. Si jamais vous avez un dossier en maladie professionnelle, c'est un des messieurs les plus compétents que j'ai vu, avec vraiment super bien préparé. Il m'est arrivé avec une expertise vraiment là où c'était facile pour moi de plaider ce dossier-là devant la juge Sylvestre. Alors, un grand merci à Norman là, qui, et en passant, j'ose pas dire, il va peut-être m'entendre à la caméra, un grand merci parce que je peux dire qu'il ne m'a pas chargé très cher pour défendre les travailleurs. Je pense qu'il l'a fait plus pour la cause que d'autres choses. D'accord? Enfin, je voudrais vous parler du fameux livre de Catherine Lippel. Catherine, qui est une amie de très, très longue date, elle était mon professeur en sciences juridiques. Vous voyez ma barbe blanche. À l'époque, c'était sa première année d'enseignement à l'UQAM et moi, j'étais en sciences juridiques comme étudiant à l'époque. On n'a pas beaucoup de différence, on a 4 ans de différence. Mais je l'ai revu tout dernièrement dans le cadre, comme directeur du RATMAC. On travaillait sur un dossier sur la santé et sécurité à l'Université d'Ottawa. Et bien sûr, elle était, parce que malheureusement, elle est décédée l'automne dernier. Grande perte. J'ai participé d'ailleurs à sa cérémonie du côté de Bedford. Ça a été vraiment une belle, super belle cérémonie. C'est une grande amie qu'on a perdue, une grande prof d'université qui a amené des livres absolument extraordinaires. Utilisez ce livre-là. Si jamais vous avez ce type de cas-là, procurez-vous ce livre-là. Je peux vous dire que juste ma plaidoirie de 32 pages est inspirée beaucoup de son livre. Laissez-moi vous dire. Alors, le titre, bien sûr, c'est « Reconnaissance du cancer d'origine professionnelle au Québec ». C'est Yvon Blais, bien sûr, qui l'a produit. Alors, c'est elle, Catherine Lippel. Même avis. Voilà.
Ben, merci beaucoup, Michel, mais tu m'as beaucoup émue avec la photo de Catherine, qui était une amie pour moi aussi. Oui, je peux enlever mon masque. Oui, c'était une grande humaniste qui était vraiment, en tout cas, je vais essayer d'embarquer dans mon propos. Et le 10 mai, moi, je suis invité à son hommage à l'Université d'Ottawa. Je vais me faire un plaisir d'y être et de saluer son apport là, à toute la question du droit des travailleurs et travailleuses ici. Elle était très intéressée à la question des droits des travailleurs vulnérables. Merci de ta présentation. Je trouve que ça nous démontre ce dont je veux vous parler maintenant, c'est-à-dire la conclusion de la Commission à l'effet de la discrimination systémique à l'égard des travailleurs étrangers temporaires. Je vais juste prendre ce moment-là pour vous expliquer ce que ça signifie comme notion. C'est une notion dont on entend beaucoup parler ces temps-ci, qui est quand même très en vogue, je dirais, ces temps-ci. Donc, la discrimination, d'abord, c'est interdit par la Charte des droits et libertés de la personne. Il y a une interdiction aussi dans la Charte canadienne, mais le libellé est différent. L'intérêt de la Charte des droits et libertés de la personne, c'est qu'elle s'attaque ou elle s'applique aux relations des personnes entre elles, ce qui n'est pas le cas de la Charte canadienne. La Charte canadienne s'applique à l'action gouvernementale, mais la Charte québécoise s'applique aux relations des travailleurs et des employeurs. Et donc, on peut porter plainte pour discrimination à la Commission. La définition de la discrimination en vertu de la Charte québécoise, c'est quand on retrouve une distinction, exclusion ou préférence qui est fondée sur un des motifs énumérés. Et là, la liste des motifs de discrimination est fermée. Dans le cas des travailleurs étrangers temporaires, nous, on avait conclu que c'était de la discrimination. On avait fait un groupe avec les travailleurs étrangers temporaires peu spécialisés. Puis, pour arriver à identifier les motifs de discrimination, ce n'est pas nécessaire que tous les membres du groupe soient nécessairement concernés. Il s'agit qu'il y ait une prépondérance de ces critères-là. Donc, dans le cas des travailleurs étrangers temporaires, il y a la race, c'est le terme qui est inscrit à la Charte qui a été adoptée en 1975, ou l'origine ethnique ou nationale. Il y a la condition sociale qui correspond. La condition sociale, ça correspond au statut de la personne dans la société. C'est pas un motif de discrimination qui est très usité, qui est très utilisé. Dans le cas des travailleurs étrangers temporaires, c'est assez facile. D'une part, ils étaient peu spécialisés. Donc, c'est tous des travailleurs peu qualifiés. Ça fait partie de la condition sociale. Le fait qu'ils soient des immigrants, ça fait partie de la condition sociale. Puis même, il y a eu beaucoup de jurisprudence sur le statut de travailleur agricole spécifiquement. Donc, c'était la plus grosse partie, je dirais, du groupe qu'on visait. Puis la jurisprudence reconnaît que le statut de travailleur agricole, ça nous donne un statut particulier dans la société, puis qui est défavorisé par rapport au reste de la société. Et donc, on peut constater le phénomène de discrimination, il se déploie de plusieurs façons. Il y a la discrimination directe, qui est, moi, je veux pas employer de femmes, par exemple. Mais ça, on ne voit plus ça, parce que les gens sont au fait qu'ils n'ont plus le droit de faire ça. On voit beaucoup plus maintenant de la discrimination indirecte. C'est une situation où je mets en place une règle qui est en apparence neutre, mais qui finalement a un effet spécifique sur un groupe de personnes, un effet dommageable. Par exemple, je fais un horaire de travail où j'impose à tout le monde d'être présent le vendredi. Bien, il peut y avoir des groupes religieux qui sont désavantagés. Donc, ça serait de la discrimination sur la base de la religion, dans ce cas-là. Donc, la discrimination indirecte, on a une règle qui est en apparence neutre, qui crée un effet disproportionné sur un groupe de personnes. Puis, il y a l'approche systémique de la discrimination. Donc, la discrimination systémique, c'est quand on est dans un ensemble de facteurs. C'est très intéressant pour observer des phénomènes sociaux, justement comme le travail étranger temporaire. C'est-à-dire que plutôt que de faire une causalité linéaire, une cause, un effet, on est dans une causalité circulaire où c'est un ensemble de facteurs qui s'additionnent les uns aux autres puis qui créent un phénomène d'exclusion. C'est ce qui arrive avec les travailleurs étrangers temporaires. Ils sont dans une situation où, en fait, ils ont droit au travail, ils ont les mêmes droits que nous, théoriquement, en termes de droit du travail, mais c'est leur situation d'immigration qui les empêche d'en bénéficier. Donc, c'est l'ensemble des facteurs de vulnérabilité qui s'additionnent puis qui créent
un phénomène d'exclusion à l'égard de ces travailleurs-là qui fait qu'ils ne sont pas capables, je veux dire, si tu n'avais pas été là, le travailleur n'aurait pas été capable d'exercer ses droits. Donc, on additionne les différents facteurs qui ne sont pas nécessairement discriminatoires en soi, mais l'addition de ces facteurs-là crée un effet d'exclusion qui est plus important pour ces travailleurs-là. C'est comme ça qu'on est arrivé à conclure dans la vie qu'il y avait de la discrimination systémique à l'égard des travailleurs, incluant le fait d'être contraint par un permis de travail fermé, incluant le fait d'être obligé de résider chez son employeur, incluant le fait de ne pas avoir de protection à l'égard des rapatriements unilatéraux aussi. Donc, c'est un ensemble de facteurs qui créent cette discrimination-là. Puis pour en revenir aux travailleurs agricoles plus spécifiquement, ça c'est un commentaire éditorial, mais le prétexte pour recourir aux travailleurs temporaires, c'est le fait qu'on a une pénurie de main-d'œuvre dans ce domaine-là. Puis l'excuse, c'est que les Québécois sont trop paresseux, ne veulent pas faire ce travail-là. Sauf que ça fait des décennies, depuis les toutes premières lois du travail, qu'on a créé une exception à l'égard du travail agricole. On a toujours considéré, c'est un peu le mythe, la mythologie de la ferme familiale, là. Puis on a toujours considéré que comme c'était la famille qui travaillait, on n'avait pas besoin de donner les mêmes conditions de travail puisque c'est la famille qui travaillait à son propre bénéfice. Mais maintenant, aujourd'hui encore, je connais moins la nouvelle loi sur la santé et sécurité, mais il y a des exceptions, puis Eugénie l'a mentionné, mais en vertu des lois sur les normes du travail, les travailleurs agricoles sont traités différemment. En vertu du Code du travail, ils n'ont pas le droit de se syndiquer pour la plupart. En vertu de la loi sur la santé et sécurité, l'ancienne version créait des catégories de dangerosité. Puis la première catégorie de dangerosité, c'était par exemple les mines ou la foresterie, c'était catégorie 1. Moi, je suis fonctionnaire au gouvernement, j'étais considérée comme catégorie 4 en termes de dangerosité. Puis les agricoles, ils étaient considérés comme 6. Ah oui. Ils étaient considérés comme dans la catégorie la moins dangereuse, alors qu'ils travaillent avec des produits chimiques, alors qu'ils travaillent avec de la grande machinerie. Alors, je vous pose la question, iriez-vous, vous, travailler en travail agricole? Donc, tu sais, on parle d'une pénurie de main-d'œuvre en travail agricole, mais notre système juridique crée des conditions de travail aberrantes et intenables dans le domaine agricole. Donc, tu as comme une sous-déclaration des accidents de travail dans les fermes, on le sait. Et ça, c'est commenté par l'INSPQ, qui a eu des études là-dessus. Et en plus, comme tu dis, ils sont écartés. Exemple, la loi des normes du travail, le temps supplémentaire n'est pas payé, un paquet de droits. La semaine de travail. Et la loi 8 aussi, de M. Hamad, qui ont enlevé le droit à la syndicalisation. Bien que le gouvernement du Québec ait signé des conventions internationales là-dessus, ils sont en contravention à leur propre signature. Alors, le gouvernement du Canada a signé la convention internationale du BIT là-dessus, et le Québec aussi, et ça n'y a rien à comprendre. On attend toujours une loi là, pour redonner le droit à la syndicalisation parce que la loi 8 est actuellement en contravention des propres conventions internationales qu'ils ont signées. Donc, on est face aux travailleurs étrangers temporaires à une situation de discrimination systémique. Puis dans le cas des travailleurs agricoles aussi, une autre situation de discrimination systémique spécifique. Puis on attend la thèse de doctorat de Myriam pour nous confirmer tout ça. Peut-être un autre aspect que je veux quand même vous parler, puis ça ne sera pas long. J'ai eu un cas absolument épouvantable, un cas qui s'appelle Rudy Samoya. Il a passé d'ailleurs dans le Devoir l'automne dernier. C'est un travailleur qui travaillait chez Viande Lacroix, à Saint-Hyacinthe. Il faisait du travail répétitif, de la viande. Puis, ce travailleur-là me consulte. Il consulte le RATMAC parce que l'employeur ne veut pas renouveler son contrat. Ça faisait 6 ans qu'il était là, à faire ce travail-là. Sauf qu'il a développé une maladie professionnelle. C'est ce qu'on a pu savoir. 2 ténosynovites aux mains. Ah! Que sur le moment, je dis, 2 ténosynovites, as-tu eu une réclamation à la CSST? Aucune réclamation. L'employeur l'a amené voir un médecin privé, dans une clinique privée, pour s'assurer, bien sûr, que le travailleur ne connaisse pas ses droits là-dedans. Le médecin ne lui a rien foutu là-dedans. Il n'a rien dit, il n'a pas posé la question quel genre de travail qu'il faisait et tout ça. Et j'ai mon amie Marie-Évelyne, d'ailleurs, qui était dans ce dossier-là avec Rudy. Elle a fait un travail exceptionnel. On l'a pris dès le début. Encore une fois, dans le cas de Rudy, on était hors délai de 6 mois. C'était encore la même... Parce que lui, il ne savait pas qu'il avait le droit à une compensation pour ses 2 mains qu'on avait scrappées. C'est ça qui se passe. Il s'est fait opérer d'une main de 14. Et là, on était hors délai lorsqu'on a déposé la réclamation. On a reçu une belle décision en disant « Ah, vous êtes hors délai. » On l'a regagné, pareil.
et on l'a fait reconnaître. Aujourd'hui, Rudy est compensé. Sauf que l'employeur l'a congédié. Là, j'ai un article 32, là, parce qu'il l'a congédié. Là, je prétends, moi, qu'il l'a congédié à cause de ses lésions professionnelles. Mais là, le problème qu'on a eu, puis Marie va se souvenir, quand tu perds ton emploi, tu perds ton statut. Et là, il s'est trouvé, bien sûr, à être un illégal ici, au Canada, suite à la perte de son statut. Par contre, il a besoin d'une deuxième opération. Alors, je disais, ça n'a pas d'allure, là. Vous allez le retourner là-bas, il a besoin d'une deuxième opération, et là, vous me dites que, dans le fond, il n'y a plus de droit, là. Il perd son emploi, perd son droit, puis il perd même son droit à la santé, sa carte d'assurance maladie. Heureusement, j'ai Andrés Fontecilla là, qui m'a réussi à m'avoir une carte humanitaire, carte d'assurance maladie humanitaire, qui lui a permis d'avoir sa deuxième opération et de faire reconnaître son droit à la CNSST. L'employeur là-dedans est en contestation. Il conteste le diagnostic par un médecin, que je les appelle des médecins à gage. Tu sais, dis-moi comment je te paye, il m'a dit exactement ce que tu veux entendre. Qui dépose, qui dit c'est une condition personnelle. C'est pas le travail cause ça, répétitif. Il y a 18 000 morceaux de viande qui passent, puis qui est en train de... Puis ça, c'est pas du travail répétitif. C'est quand même assez étonnant d'entendre des médecins. Et de l'autre côté, tu as bien sûr ces grandes compagnies-là qui ont des belles mutuelles avec des grands bureaux d'avocats qui viennent bien sûr contester ces diagnostics-là. Bien sûr, ça s'appelle des mutuelles de prévention, mais moi j'appelle ça des mutuelles de gestion. Ils ne sont pas là du tout pour faire de la prévention, ils sont là pour faire sauver de l'argent tout simplement aux employeurs. Point. Mais on va être là aussi devant le tribunal pour défendre Rudy jusqu'au bout. Voilà. Merci Michel, merci Marie pour Et pour te répondre en termes de question d'expertise, je te dirais, c'est le problème du système. Le problème du système actuellement, c'est que tu as de l'argent, tu as de la justice. Si tu n'as pas d'argent, bien, tu n'en as pas de justice. C'est aussi simple que ça. C'est aussi clair que ça. Parce qu'actuellement, dans le système, surtout au niveau de la CNSST, lorsqu'il y a des contestations, que ça se judiciarise, c'est souvent les mutuelles qui se retrouvent là avec des gros bureaux d'avocats de Montréal qui ont bien sûr des possibilités de faire des expertises à tour de bras, ce qui n'est pas le cas du travailleur qui n'a pas d'argent pour faire tout ça et qui a encore moins d'argent pour se payer un avocat pour le représenter là-bas, parce qu'ils ne sont pas représentés. Quand tu n'es pas syndiqué, il faut que tu te représentes tout seul. Alors, c'est un éléphant contre une souris. C'est ça le problème du système. Et plus souvent qu'autrement, bien, les travailleurs renoncent simplement à leurs droits. C'est aussi simple que ça. Et s'il n'y avait pas des organismes comme les nôtres qui aident ces travailleurs-là à cheminer là-dedans, bien, on n'aurait pas des résultats comme j'ai eu. Mais il faut absolument pouvoir offrir ce type de service-là. Nous aussi, on est limité au financement qu'on peut avoir pour le faire. Ça fait partie aussi de la situation. On essaie de le faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a et avec les expertises qu'on peut être capable de le faire. Nous, nos services ici au RATMAC sont gratuits. On les défend, quelle que soit la situation. Puis, c'est certain qu'on va essayer de trouver des sous pour payer les expertises quelque part. On va demander des dons, on va organiser ça. Sauf qu'on ne peut pas toutes les prendre parce qu'on ne peut pas toutes les sauver, malheureusement, parce qu'il y en aurait énormément. Il y a même des Québécois qui actuellement vivent des situations, même chose devant ces tribunaux-là, qui malheureusement ne sont pas capables de se payer les avocats ou les experts qui ont besoin. Un expert comme ça, là, heureusement, Norm m'a quand même fait un prix plus que d'amis. C'est 3 000 pour un médecin, par exemple, pour venir témoigner. Un autre 2 000 pour l'expertise. Ça coûte à peu près 5 000 pour que te l'amener. Le travail n'a pas ça, cet argent-là. Non. Je vous dis tout de suite, ils ne l'ont pas. Alors, quand je te dis que c'est un éléphant contre une souris, le système judiciaire n'est certainement pas adapté, encore moins aux travailleurs temporaires, qui sont encore plus discriminés à cause de la langue, à cause aussi de leur statut ici. Donc, je dis, il faut... puis c'est la mission que le RATMAC s'est donnée, d'être capable de les accompagner en matière de santé et en matière de justice. Bien, c'est une excellente question, puis c'est vrai que c'est un obstacle parce qu'il y a, comme vous savez, dans la Charte québécoise, ou comme vous avez l'air de le savoir, dans la Charte canadienne, il y a les motifs analogues. Donc, on a la possibilité, donc la liste de la Charte québécoise est fermée, celle de la Charte canadienne est ouverte par ce qu'on appelle les motifs analogues. Donc, on peut
arriver à faire une démonstration qu'un motif correspond à ce qui est prohibé par la Charte canadienne. Les tribunaux ont refusé de reconnaître que l'emploi ou l'occupation constitue un motif analogue. Donc, ça pourrait être difficile de le faire valoir. Par contre, les tribunaux se sont penchés à quelques reprises, y compris la Cour suprême, là, sur le statut de travailleur agricole. Puis je pense que le statut, à mon avis, le statut de travailleur agricole, on arriverait à faire reconnaître que c'est un motif analogue, étant donné les désavantages historiques qui sont liés avec cette condition-là. Là. Donc, je pense que ça serait une façon de le faire valoir. Puis si on prend le groupe des travailleurs étrangers temporaires, puis là, Eugénie connaît probablement beaucoup mieux que moi les statistiques, mais c'est quand même une grande proportion des travailleurs étrangers temporaires qui sont des travailleurs agricoles. Là. Non, le RETMAC n'est pas juste fermé à des travailleurs. Bien sûr, on aide des travailleurs temporaires. Mais on travaille beaucoup avec l'UTAM, par exemple, à Montréal. On est vraiment très en lien. On fait partie du Front de défense des non-syndiqués, avec des syndicats et tout ça. On est de la coalition sur le 5-10-15, qui est devenu maintenant le 18 de l'heure. Là. On fait partie de cette coalition-là. On est proactif, et on est proactif aussi dans le domaine de l'immigration. Quand que le PEC est arrivé, on fait partie de la coalition contre le PEC. Ça fait partie aussi des revendications. Parce que le RETMAC, ce n'est pas juste de la défense, c'est aussi un plaidoyer aussi. Ça fait partie un peu du rôle que le RETMAC a auprès des gouvernements et de dénoncer ce qu'il y a à dénoncer lorsque ça n'a pas de sens. Le RETMAC a déposé en commission parlementaire. Moi, la loi des normes, j'y étais, avec Mélanie Gauvin d'ailleurs. On a fait une présentation au Salon Rouge. Même chose pour la loi 59. J'ai déposé un mémoire. Je n'ai pas été entendu parce qu'il n'y a pas beaucoup de groupes communautaires, malheureusement, qui ont été entendus. C'est quand on a il y a juste Catherine puis l'UTAM qui ont été entendus à ce moment-là. Aucun groupe communautaire. Avait dû se battre alors que c'est une des plus grandes spécialisées de la santé et sécurité au travail au Canada. Et il y a eu un seul groupe communautaire qui a été invité qui représente 60 des gens qui sont non syndiqués, parce qu'il y avait des syndicats, la FTQ, la CSN, tout le monde était là, sauf les groupes communautaires qui font de la défense des travailleurs non syndiqués, qui n'étaient pas là. Alors, donc l'opinion là, du RETMAC, j'aurais bien pouvoir la donner, mais je n'ai pas pu la donner à part d'avoir déposé mon mémoire. Et heureusement, il y a l'UTAM, bien sûr, qui a pu au moins, à la même journée que Catherine, le vendredi, bien sûr, commenter la nouvelle loi. On est très préoccupés là, aussi par rapport à la loi. On souhaite que les comités de santé et sécurité ne soient pas monopolisés par les employeurs, noyautés par les employeurs. On tient que les travailleurs qui vont là vont faire leur travail et bien sûr, faire plus de déclarations d'accidents de travail, bien sûr, bien analyser les accidents de travail pour améliorer les conditions de travail de ces travailleurs-là. Alors, on tient beaucoup et je suis pas mal en démarche là, plus politique pour être capable, justement, que le RETMAC joue son rôle auprès de la CNSST là-dessus. Rien. Je te réponds tout de suite, il n'y a rien eu. C'est à se poser la question, quand on sait qu'il y a 3 produits qui sont cancérigènes, pourquoi on ne les abolit pas, tout simplement? Tant qu'à moi, là, c'est un non-sens de maintenir ces produits-là quand on sait qu'ils sont cancérigènes. Ça n'a aucun sens. Alors, il faut arrêter, là. Il faut que l'agence fasse son rôle puis dire, bien, comme dans les pays, exemple en Europe, le glyphosate est carrément, la malation est interdit. Le glyphosate est interdit. L'autre aussi, le troisième, est interdit. Du moment où il y a une classe 2B, en Europe, il est interdit. Au Canada, là, il ne se passe strictement rien. On se fie à la législation américaine. Bien sûr, c'est les grandes compagnies américaines qui sont ici, qui offrent ces produits-là. Et il y a un gros lobby pour les maintenir. Ça a été loin. Vous vous souvenez d'ailleurs, pas plus tard qu'à un moment donné, il y avait une nouvelle réglementation fédérale qui arrivait pour augmenter les seuils. Même les agriculteurs n'avaient jamais demandé ça. Jamais. Qui avait demandé ça? Bien sûr, le gros lobby des produits chimiques, Monsanto, et ainsi de suite. Là. Alors, c'est à se poser la question, qui contrôle ce gouvernement-là? Qui contrôle l'agence? C'est un sérieux problème. C'est la même chose au Québec, là, quand on parle d'utilisation d'engrais à n'en plus finir et tout ça, de toute cette utilisation-là. Bien sûr, malheureusement, il n'y a pas beaucoup le gouvernement ne met pas ses culottes là-dedans, puis il va falloir qu'à un moment donné, il y en a qui les mettent, les culottes là-dedans. Aussi simple que ça. Quand tu vois le glyphosate et une malation comme cancérigène, il devrait être carrément aboli. Tout simple que ça, de l'utilisation de ce type de produit-là.
la position du RATMAC là-dessus est très, très claire. On comprend mal, nous, comment ça se fait qu'on utilise un système de permis fermé pour des travailleurs qui travaillent 12 mois et plus. Nous, on a des contrats, là, ces travailleurs travaillent 12 mois. Dans les serres, là, chez Savoura, un peu partout, sont là 12 mois par année. Comment ça se fait qu'on utilise le système de permis fermé pour ces travailleurs-là quand on sait qu'on a besoin de ces travailleurs-là? Alors, si on en a besoin, faites-les comme immigrants. Vous ne savez pas l'impact que ça a, ces travailleurs, quand ils doivent quitter pendant 12 mois, puis voir leur famille juste 2 semaines. Ils ont des enfants là-bas, parce que aussi, une des situations de ces travailleurs-là, on les oblige d'être mariés. Tu ne peux pas être célibataire pour venir ici. Alors souvent, ils ont des femmes et des enfants qui restent là-bas. Et là, il y a un problème. Il y a un problème. Je peux comprendre un permis temporaire pour des gens qui viennent 6 mois dans le maraîcher. Ça peut se comprendre. Mais ceux qui sont 12 mois, même il y en a qui ont des contrats de 2 ans, c'est à rien comprendre. Pourquoi on ne passe pas par le système d'immigration et pas avec un niveau 7, là? On parle de travailleurs agricoles. Attendez-vous pas qu'il y ait un niveau 7. Ils n'auront jamais la résidence permanente. Il faut avoir un niveau qui corresponde à un français fonctionnel dans une ferme pour le travail qu'ils font. D'autant plus qu'on sait, ces travailleurs sont souvent analphabètes. Alors, c'est clair qu'ils n'auraient pas accès actuellement à la résidence permanente. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une plus grande... Si vous avez besoin de ces travailleurs-là, bien merde, pourquoi que leur famille ne pourrait pas venir ici, bénéficier du système qu'on a ici, d'écoles, de santé pour leurs enfants, et que leurs femmes soient avec eux autres, qu'ils soient réunis au niveau de la famille, pas qu'ils les voient 2 semaines par année. C'est un sérieux problème. On est en train de faire d'ailleurs une étude avec Sid du côté de l'UQAM sur l'impact sur les familles. Il y a des taux de divorce beaucoup plus élevés chez ces travailleurs-là que dans toute autre. Et oui, ça a un impact sur les familles. Ça a un impact certain. Moi, je pense que de plus en plus, va falloir parler, puis on est dans un système où il y a le réchauffement de la planète et tout ça, de plus en plus parler de produits de proximité. C'est ça de plus en plus qu'il faudra parler, au lieu de penser très capitaliste, parce que les industries qui sont à Saint-Rémy, qui produisent du maraîcher, c'est pas pour juste le Québec, là, c'est pour aux États-Unis, puis un peu partout. C'est le système, malheureusement, qui... il y a de l'enflure, là. Et à un moment donné, malheureusement, ça crée la situation. Donc, les citoyens, bien, s'ils allaient commencer à consommer plus local, peut-être ça va changer la situation là-dessus, tant qu'à moi.